Je me tourne vers Hélène Frade pour la revue de presse internationale. Et on commence cette revue de presse à Bangkok, en Thaïlande, au lendemain de l'attentat qui a donc fait au moins 21 morts. Cette bombe qui a été placée devant le sanctuaire hindouiste d'Erawan face à une statue du dieu Brahma. Et c'est là que sont mortes les victimes, parmi lesquelles on compte plusieurs touristes asiatiques, notamment chinois et philippins. Ce sont leurs corps couverts de draps blancs que l'on découvre ce matin à la une du Bangkok Post, qui évoque l'horreur provoquée par cet attentat qui a eu lieu en plein centre-ville, vous l'avez dit. D'après les témoins, la déflagration a été violente comme un tremblement de terre, je cite l'un d'entre eux. Le chef de la junte au pouvoir vient d'annoncer que la police thaïlandaise est à la recherche d'un homme qui appartiendra à un groupe opposé à la junte et serait originaire du nord-est du pays. C'est le bastion du mouvement des chemises rouges qui soutenait l'ancien gouvernement chassé du pouvoir en mai 2014 par un coup d'État après des mois de manifestations. Un sanctuaire, un aimant à touristes et une cible pour la haine. Voilà comment le quotidien britannique The Independent présente ce qui est arrivé hier avec une image de l'évacuation des victimes. The Independent qui rappelle que le pays du sourire est aussi un pays de tension politique, même si statistiquement, je cite, le risque pour un voyageur de se retrouver pris dans une attaque meurtrière reste très faible. Ce que le journal dit redouter, surtout, c'est le risque que la junte au pouvoir utilise, entre guillemets, cet attentat pour étouffer encore un peu plus toute forme de dissidence, une répression accrue qui ne ferait qu'empirer la situation, d'après le journal. Dans la presse internationale ce matin, Hélène, il y a également beaucoup question de la crise migratoire dans l'UE. L'Europe, à laquelle le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés vient de demander de mieux partager la gestion de cette crise. D'après Die Welt, Antonio Guterres a déclaré qu'il fallait davantage d'épaules, je le cite, pour porter la responsabilité de l'accueil de ces réfugiés en s'émouvant du fait que seuls deux pays, la Suède et l'Allemagne, se sont vraiment résolus à prendre le problème à bras-le-corps. Berlin, notamment, on l'a dit, a accueilli depuis le début de l'année plus de 300 000 demandeurs d'asile, selon les chiffres qu'a récemment avancé Die Welt. Le haut-commissaire aux réfugiés, Vincent, qui a aussi prévenu la communauté internationale qu'aussi longtemps qu'elle ne trouvera pas de solution politique aux crises actuelles et qu'elle n'empêchera pas d'autres crises de se produire, eh bien, elle devra faire face aux conséquences humanitaires dramatiques de ces crises. On ne peut pas empêcher les gens de tenter de sauver leur vie, a-t-il martelé. Et ce matin, le Wall Street Journal parle d'ailleurs de la vague migratoire la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Oui, le quotidien américain rappelle également que c'est souvent leur origine qui détermine le destin de ces migrants, à la fois leur milieu social, leur appartenance ethnique et leur religion. Pour les traversées de la Méditerranée, par exemple, le risque encouru serait moindre pour les réfugiés syriens qui ont parfois pu mettre un peu d'argent de côté et peuvent voyager sur le pont, parfois après avoir acheté des gilets de sauvetage, tandis que les migrants d'origine d'Afrique subsaharienne sont plus pauvres et ils voyagent souvent dans les cales. Si le bateau prend l'eau, ils sont les premiers à se noyer, relève une experte d'une agence chargée par l'ONU d'enquêter sur ces traversées clandestines. Lamine Wandi Danfa, un jeune Gambien de 17 ans, témoigne depuis un camp d'accueil italien. Il dit avoir payé $300 pour son voyage de 2 jours dans les cales d'un bateau, sans nourriture, sans eau, sans lumière et sans sanitaire. Un voyage que les Syriens présents à bord avec lui auraient, selon lui, payé beaucoup plus cher, près de $1 800. On termine cette revue de presse, Hélène, aux États-Unis. On en disait un mot il y a quelques instants dans le journal de l'Écho. Washington a donné son feu vert à Royal Dutch Shell pour des forages dans l'océan Arctique. Et les associations de défense de l'environnement, donc, perdu la partie. Elle ne voulait pas de ces forages et c'est ce que constate ce matin The Business Insider qui rapporte que les activités d'exploration de la compagnie pétrolière vont se dérouler dans la mer des Tchouktches qui est au nord de l'Alaska et qui se trouve être une région à l'écosystème très fragile où vivent des baleines, des morses et des ours polaires. D'après le gouvernement américain, l'ensemble de la zone arctique, donc au-delà de cette région qui est concernée, recèlerait près de 20% des réserves d'hydrocarbures encore à découvrir sur la planète. Le groupe anglo-néerlandais avait déjà obtenu un premier feu vert en 2012, mais il avait dû suspendre ses activités à cause de plusieurs problèmes techniques et aussi parce qu'il ne présentait pas à l'époque, a priori, les garanties suffisantes contre les marées noires. Merci Hélène. On se retrouve demain pour de nouvelles revues de presse.